Voilà, donc le livre sur les dépendances affectives, Aimer et être soi-même, donc de Véronique Berger. Donc on est en train de le découvrir ensemble. Ah oui, non, on avait fini le chapitre 4 hier. Et ce soir, on démarre le chapitre 5 sur le désamour. Donc on a lu hier l'accaparement, donc l'accaparement des parents sur l'enfant. Et là, on va lire le désamour. Donc là, c'est vraiment sur ces chapitres-là, on est sur les héritages familiaux, donc les héritages des dépendances affectives, la part des autres. Voilà, donc là, on va démarrer le chapitre 5. Voilà, n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live, s'il vous plaît. On tapote, on met des petits cœurs. Coucou Patrick, coucou Ali, ça va, merci, et toi ? Ça va, j'ai passé une bonne journée, j'espère que vous allez bien aussi, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, j'espère que ça a été, en tout cas, voilà, que la journée se termine bien. Donc, le livre sur les dépendances affectives, Aimer et être soi-même. Vous avez tous les replays sur ma chaîne YouTube, donc j'ai mis... alors, celui d'hier, je vais le mettre juste après le live. Et c'était quand, hier ou aujourd'hui, je sais plus, j'ai mis celui d'avant. Donc vous avez tous les replays sur ma chaîne YouTube, toutes les lectures, et moi je fais donc de la lecture de livres de développement personnel. En ce moment, on traite un sujet qui peut être un peu compliqué émotionnellement, puisqu'on parle des dépendances affectives, de comment est-ce qu'on aborde les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, d'où viennent nos peurs, le rôle des parents, etc. Donc voilà, c'est un livre qui n'est pas forcément évident à lire ou à écouter, mais qui est nécessaire pour comprendre ce qui se passe en nous, quelle a été la cause de tout ça, et pouvoir ensuite petit à petit en guérir. Donc voilà, vous l'avez sur mon lien en bio, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, coucou, bonsoir tout le monde. Voilà, donc je vais sans tarder commencer la lecture, puisque pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui loupent les débuts des lives ou même des lives en entier, vous avez les replays. Donc ma chaîne YouTube, c'est madame-du-bas succès. N'hésitez pas à aller vous abonner. Hop, alors, je vais juste mettre le live en story. C'est bon, on est OK, on est parti. N'hésitez pas, je compte sur vous pour tapoter à fond sur l'écran pour mettre des petits cœurs. Et puis, je regarde vos commentaires petit à petit, je fais des pauses, je regarde, j'essaye d'expliquer au fur et à mesure le livre. Voilà. Merci beaucoup pour tous ceux qui tapotent sur le live. Donc, on en est au chapitre 5, donc sur le désamour. On a vu hier l'accaparement, donc de la mère, du père, des deux. Les conséquences sur les relations mère-fille, mère-fils, père-fille, père-fils, les conséquences sur les relations ensuite en tant qu'adulte, notamment amoureuses, sur la connaissance de soi, etc. Donc là, on va parler ce soir du désamour. Donc on va lire la moitié du chapitre, à peu près. On va lire, je pense, une petite heure. Et voilà. Donc je commence le désamour, chapitre 5. Tout petit enfant voue un attachement spontané et entier à ses parents dont l'attention et l'affection s'avèrent pour lui essentielles. À cet égard, il mettra en œuvre tous les moyens dont il dispose pour rendre les parents présents à lui et à son besoin d'amour. Mais si l'attachement filial apparaît comme une constante chez les jeunes enfants, l'affection des parents pour leur progéniture ne relève pas de l'inné, et pour certains d'entre eux ne parviendra jamais à entrer dans le domaine de l'acquis.
La perte ou l'absence d'amour ressentie par l'enfant de la part de son entourage, et en particulier de ses parents, s'apparente alors à un vécu catastrophique, difficilement acceptable et assimilable. Elle cause des blessures profondes, souvent indélébiles. Abandon, désaveu, désaffection, chagrin, colère, humiliation, exil, repli et désespoir se côtoient en une cohorte fantomatique qui hante le sujet jusqu'à dans sa vie adulte. Le développement de ses sentiments de confiance et d'estime de soi, ainsi que l'accès à son autonomie et à son individuation, s'en trouve profondément altéré, compromettant ainsi ses facultés à s'établir dans une relation suffisamment dense et vivante aux autres. Les formes de désamour sont nombreuses et variées. Il ne s'agit donc pas d'en dresser une liste exhaustive. Je propose d'en présenter quelques facettes à partir de 2 principaux axes de réflexion. Grandir avec un parent absent et vivre aux côtés d'un parent violent. L'absence peut se décliner sur différents registres, de l'absence physique à l'absence psychique, où le parent, bien que physiquement présent, reste déconnecté de la réalité psychique et affective de son enfant. Donc, je vous remonte le livre. Donc, c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même, de Véronique Berger, qui est psychanalyste. Voilà, vous avez le lien dans ma bio. Quand le parent disparaît, la présence physique des parents est bien entendu essentielle pour l'enfant. La tragédie que représente la perte précoce d'un parent, véritable cataclysme pour l'enfant, en constitue d'ailleurs le témoignage le plus patent et le plus poignant. Si cette forme de présence, au fil de notre vie d'enfant, d'adolescent et même d'adulte, recèle son importance, je souhaiterais avant tout insister sur sa part primordiale dans les premiers temps de la petite enfance. Une présence fondamentale. La présence physique de la mère ou de son substitut constitue en effet la première assise fondamentale sur laquelle le bébé va prendre appui pour établir et faire grandir en lui le sentiment de son existence dans la continuité. Cette présence, conjuguée à la disponibilité suffisamment vivante et adaptée de la mère, va ainsi permettre au nourrisson d'intérioriser l'image de sa mère, puis d'intégrer peu à peu le sentiment de l'existence de celle-ci en dehors de sa présence. Toutefois, comme Winnicott le souligne, cette capacité du tout-petit à intérioriser la présence maternelle n'est que de courte durée et nécessite le rétablissement de sa présence physique dans un délai raisonnable, sans lequel cette image intériorisée s'efface. À défaut, l'absence prolongée de la mère produit une cassure dans l'édification, encore très fragile chez le nourrisson, du sentiment de la continuité de son existence propre. L'absence physique de la mère, devenue interminable pour le bébé, le plonge alors dans des vécus de chaos et de discontinuité s'apparentant à des expériences de folie. N'étant pas en mesure d'intérioriser la présence de sa mère, l'enfant ne pourra pas jouer avec l'absence, selon l'expression de Nicolas Rand. De même, les temps de séparation seront pour lui signes d'insécurité profonde et l'accès à son autonomie compromis. L'enfant deviendra en quelque sorte accro à la présence physique de sa mère, faute d'avoir pu la vivre en suffisance et de l'avoir intériorisée en retour. Nicolas Rand insiste sur l'importance primordiale, dans les tout premiers mois de la vie, de la constance de l'entourage familial, et tout particulièrement de la présence maternelle, permettant au bébé de faire sien l'enveloppe maternelle protectrice et de s'approprier les bases indispensables à la conquête de son autonomie. Mais l'importance de la présence maternelle
aux côtés du bébé ne doit pas pour autant éclipser celle du père. G. Corneau le rappelle dans son travail sur les pères manquants et souligne la part primordiale de la présence paternelle, ou d'un substitut paternel, auprès des fils au cours des 2 premières années de leur existence. Citant des études menées aux États-Unis et en Norvège, l'auteur rapporte que tous les garçons en difficulté sur qui portaient les dites études avaient en commun d'avoir souffert de l'absence du père pendant les 2 premières années de leur vie. D'autre part, il constate chez ses fils précocement en manque de père des carences comparables à celles des orphelins placés dans des foyers d'accueil inadéquats ou chez les fils de familles monoparentales élevés en vase clos et manquant dès lors de substitut paternel. Ainsi, bien que la présence physique des parents à elle seule ne suffise pas au bon développement psychique et affectif de l'enfant, elle n'en constitue pas moins la base première sur laquelle pourront se déployer les qualités et compétences parentales. Attention, empathie, accompagnement, qui à leur tour serviront d'appui à l'enfant dans son cheminement d'apprentissage et de croissance humaine. L'absence physique du parent n'est donc pas sans conséquence, et l'intensité de son impact sera à la mesure de sa durée et de la précocité à laquelle elle est intervenue. Donc, je vous remonte le livre, c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc, je continue la lecture, je regarde rapidement les commentaires. La mère est le premier amour de l'enfant, exactement, tout à fait. Donc je continue. Marthe et Iris, des enfances d'abandon. Marthe, à cet égard, a particulièrement souffert de cette absence dès sa naissance. Séparée de sa mère dès sa venue au monde, elle a été mise en nourrice jusqu'à sa 6e année. Les visites maternelles bimensuelles, conjuguées à la brièveté des retrouvailles, n'ont jamais permis au bébé, puis à la petite fille qu'elle était, de développer, au cours de cette séparation longue et éprouvante, le sentiment d'une présence réelle, continue et sécurisante de sa mère en elle. Par ailleurs, la dureté du mode d'éducation, qualifié de dressage, des nourrices, substitut maternel de Marthe, a condamné toute possibilité d'intérioriser une image maternelle suffisamment bonne et rassurante. L'expérience très douloureuse de ses premières années de vie a laissé une empreinte indélébile au plus profond de son être et marqué de son sceau, durant de longues années, la tonalité de sa vie affective. Ainsi, pouvons-nous mieux comprendre sa terreur de tout lien de dépendance, sa hantise de perdre la tête, en écho à ses vécus infantiles de rupture et de chaos, et comment Marthe, jusqu'à un passé récent, s'immobilisa dans le sentiment de ne pouvoir exister en dehors de l'autre. À partir de sensations très vives et récurrentes, réveillée par la position allongée sur le divan, Iris a, quant à elle, pu reprendre contact avec les traces anciennes de son état de nourrisson, lâché dans le berceau et livré à une longue solitude au cœur d'un lieu vide de toute présence. La mémoire consciente de ces expériences s'était effacée, mais la mémoire de son corps, de sensations, n'en avait jamais rien perdu. Grâce à cette mémoire corporelle, Iris est en mesure de traduire en images, puis en pensées, et enfin en mots, ses sensations originaires, seule témoin de ce temps lointain où elle a connu l'angoisse du vide, ouvert par les absences prolongées et réitérées de sa mère. De même, au cours de son analyse, Iris retrouve plusieurs fois l'état de panique et d'angoisse qui l'envahissait enfant si elle venait à perdre de vue sa mère. Petite, j'étais tout le temps collée à ma mère. On m'appelait sécotine ou peau de colle.
Je me souviens très bien que lorsque ma mère descendait à la cave, c'était terriblement angoissant. J'étais envahie par la terreur qu'elle ne revienne pas. Je restais figée, l'oreille tendue pour capter le moindre son de sa présence jusqu'à ce qu'elle remonte. Faute d'avoir pu vivre une présence maternelle suffisamment constante et sécurisante à l'aube de sa vie, Iris restait accro et ne parvenait pas à se représenter cette présence autrement que par sa matérialisation physique. Donc, je vous remonte le livre. Bonsoir tout le monde. Donc on a démarré le chapitre 5. Coucou Rafara, merci. Voilà, n'hésitez pas à tapoter sur le live. Bonsoir Habib, bonsoir tout le monde. Je remonte un petit peu les commentaires, ok. Donc on continue. Père, le cas Rimbaud. La courte vie tumultueuse et inachevée du poète Arthur Rimbaud, qui lors de ses dernières années sombra dans l'errance, l'égarement et la solitude, témoigne elle aussi d'une douleur muette, mais omniprésente dans la vie du poète, en manque de père. Deuxième d'une fratrie de 5 enfants, fils du capitaine Frédéric Rimbaud, le jeune Arthur naît et grandit dans la quasi-absence de son père, militaire, régulièrement affecté aux 4 coins de la France. Seuls les rares et brefs retours de celui-ci au domicile familial offrent au garçonnet l'occasion de voir son père, homme par ailleurs au caractère mobile, indolent et violent tour à tour, et à l'humeur peu paternelle. En août 1860, le capitaine Rimbaud abandonne femme et enfants et disparaît définitivement de leur vie. Arthur n'a pas encore 6 ans. Cette disparition fut alors d'autant plus radicale que, comme Alain de Mijola le souligne, son départ définitif avait surtout été suivi d'une grande opération d'assainissement menée par son épouse, consistant à purger et effacer toute trace du père déserteur. Les enfants Rimbaud grandissent ainsi, dans l'ignorance de leur père, et probablement, au regard du caractère autoritaire et implacable de Madame Rimbaud, dite la mère Rimbe, dans le devoir du silence et de l'oubli. Sur ce point, Arthur reste loyal à sa mère, et tait l'absence paternelle. Sa plume se fait là parcimonieuse, et quand, au détour de l'écriture, la figure paternelle pointe son apparition, reste fugace et à l'image d'une vision dérobée. Rien sur le manque de son père n'est ouvertement dit, pleuré ou condamné. Ce silence laisse alors sous-peser le poids, dans la vie du fils, de la désertion paternelle, dont les conséquences ont lourdement pesé sur sa vie affective, artistique et psychique. Le manque de père non seulement n'a pas permis à Rimbaud de se dégager de la symbiose et de l'emprise de sa mère, régnant sans partage sur son monde, mais a également barré toute possibilité pour lui d'intérioriser la présence paternelle. Le jeune poète devient provocateur, arrogant, s'alcoolise, fait scandale. Pour A. de Mijola, le fils, à défaut d'une image paternelle suffisamment valorisante, s'identifie en négatif à sa mère en devenant son modèle opposé. La vertu devient vice, la retenue licence, l'eau bénie absinthe. Mais parallèlement à cette analyse, une autre voie se dessine, celle de la recherche désespérée du père. Car en effet, braver les interdits et les convenances équivaut à défier les lois morales, ainsi que par contre-coup à convoquer la loi. En d'autres mots, à convoquer ce père, censé, dans sa fonction symbolique, incarner la loi. D'autres pistes dévoilent les effets de la carence paternelle dans la vie de Rimbaud, en particulier sa quête éperdue d'une figure paternelle auprès de ses aînés, dont son professeur de rhétorique, puis Verlaine,
et son incapacité à se promouvoir en père de sa création. Alors qu'il n'a pas encore 21 ans, le poète jette sa plume, abandonne et méprise ses œuvres traitées par lui de rinsures. Ainsi, tel son père abandonnique, il renonce à sa paternité et se fait à son tour déserteur, en s'isolant dans l'errance et la solitude. L'abord de la vie du poète sous l'angle de l'absence paternelle révèle la part considérable, mais non exclusive, qu'elle y tenait, malgré une apparente et trompeuse insignifiance que le silence et la disparition avaient installée. Des effets insidieux. Cet aspect antinomique, importance et insignifiance, met en relief l'existence d'effets insidieux et une double caractéristique propre à la disparition. Tout d'abord, celle-ci recèle une dimension à la fois énigmatique et paradoxale. Énigmatique parce qu'avec elle disparaît dans l'instant toute trace de celui qui s'est évanoui, les traces de son être, corps et âme, comme de sa vie ou de sa mort. Paradoxale parce qu'elle crée une perte réelle, indéniable, mais dont la réalité ou l'irréversibilité reste simultanément sous le sceau de l'incertitude ou de l'insaisissable. Cette double particularité, propre à la disparition, produit à son tour des effets très insidieux, en rendant le travail de deuil ardu. En effet, comment faire le deuil de l'être perdu dont rien n'est venu matérialiser ou entériner l'irrévocabilité de la perte ? La personne disparue prend alors figure de fantôme, par son absence devenue omniprésente et génératrice de vide et d'envahissement. Le vide de la place vacante, le vide de sens et de mots, l'omniprésence envahissante du disparu, ni mort ni vivant. Par ailleurs, la disparition du parent signe invariablement pour l'enfant un état de désaveu et de désamour de son parent chez qui, pense-t-il, il n'est pas parvenu à éveiller l'intérêt et l'amour capables de le retenir. L'enfant se trouve enfermé dans une culpabilité lourde, lesté par un profond sentiment d'indignité et habité par une béance affective, hémorragique. Sentiment d'amour, de confiance en l'autre et de sécurité en soi, tout cela fuit de partout. Enfin, la disparition, qui appartient ici au registre de l'abandon, empêche toute véritable séparation et génère une mise en dépendance à la figure abandonnique à laquelle le sujet reste rivé. Se profile ainsi le risque de s'épuiser dans une quête inconsciente et réitérée du parent manquant. Recherche destinée à panser le manque et les blessures, mais qui, à défaut d'être pensée, restera souvent infructueuse et basculera dans une répétition mortifère. Ces observations nous conduisent à un dernier constat. La désertion du parent signe cruellement sa disparition physique, mais contient en elle-même une autre forme d'absence, celle de son absence psychique. Alors je vous remonte le livre. Donc c'est Les dépendances affectives de Véronique Berger. Vous avez le livre dans ma bio. Voilà, hop, je remonte les commentaires. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Donc on fait des lectures de livres de développement personnel. On lit plein de choses et en ce moment on découvre celui-là. Bonsoir à tous ceux qui viennent, ceux qui connaissent déjà le live. Bonsoir Karim, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir Aman, bonsoir à tout le monde de tous les pays, parce que je sais qu'il y a plein de pays, donc c'est super.
Voilà, donc bonsoir tout le monde. Alors je continue, donc alors on va lire, on va voir, je continue, je pense qu'on va lire jusqu'à 22h environ. Quand le parent devient psychiquement absent. Par absence psychique, j'entends un état, momentané ou durable, où la personne, même physiquement présente, est captée dans un ailleurs qui l'absorbe, et la coupe de la réalité présente qui l'environne. Cette forme d'absence s'apparente selon ses manifestations à une anesthésie, une désaffection ou une indisponibilité de l'esprit et de la conscience avec la réalité présente de soi et de l'autre. En quelque sorte, la personne s'en trouve déconnectée. L'analogie avec l'imagerie cosmique m'apparaît à cet égard éclairante. Ce sont en effet les images d'apesanteur, de satellites en orbite et de trous noirs qui affleurent à mon esprit pour décrire ces états d'absence. L'apesanteur dépeint le flottement et la disparition d'ancrage de celui ou celle qui est là sans être là. De même, tel un satellite en orbite, la personne reste à la périphérie d'elle-même et des siens autour de qui elle gravite, sans s'y arrêter ni s'y poser. Et comme le trou noir, l'absence psychique absorbe et engloutit ce qui se trouve dans son champ de gravitation, dont rien ne ressort, pas même les traces d'un rayonnement disparu dans le trou de l'absence. Ainsi, l'absence psychique pèse-t-elle de tout son poids dans le cadre de pathologies psychiques lourdes, comme les psychoses, où le parent se trouve capté dans un univers morcelé et retranché de la réalité. Le parent dépressif. Nous en retrouvons également les marques chez le parent dépressif dont l'affaissement dans la plainte, le désespoir et le chagrin, à l'image du trou noir, exerce une force d'attraction puissante, absorbant ses propres forces vives comme celles de son entourage. Par son lien de dépendance et d'amour, l'enfant reçoit de plein fouet la dépression de son parent, contre laquelle il lutte avec l'acharnement du désespoir. Ramener son parent à la vie représente pour lui l'essence même de toute priorité, colonise ses terres intérieures et bien souvent l'épuise dans le recommencement incessant de ses efforts infructueux. Winnicott, dans son poème L'Arbre, évoque les forces offertes en sacrifice par l'enfant sur l'autel de la dépression maternelle afin de soigner sa mort intérieure. Toutefois, un autre pan de souffrance se déploie simultanément, celui de vivre aux côtés de son parent devenu absent à lui. Face à cette énigme, le sentiment de désamour se profile et vient s'immiscer dans les préoccupations de l'enfant. Devant le constat de susciter si peu d'attention, la seule réponse qui bien souvent s'impose d'évidence à lui est celle de son indignité à être aimé. En outre, incapable de réanimer son parent et de le ramener à lui, il sent grandir en lui le sentiment de son inutilité qui s'accompagne d'une inévitable culpabilité. Tristesse, impuissance, désespoir et culpabilité s'installent et préparent à l'enfant le lit de la dépression. Le parent endeuillé. Nous retrouvons des conditions et des effets comparables chez le parent absorbé par un événement traumatique, douloureux ou anxiogène. Ainsi en est-il du parent lourdement affecté par un deuil. À la mort de sa mère, Iris s'est de cette façon trouvée confrontée à une double absence. Celle de sa mère décédée, mais aussi celle de son père, engloutie dans sa détresse et son chagrin. Comment dès lors, pour la jeune fille, vivre et intégrer la perte si douloureuse de sa mère aux côtés d'un père absorbé par sa propre souffrance et déconnecté de la réalité de sa fille? Dans ces temps affligeants, elle garde le souvenir pénible d'une immense solitude et surtout d'un entourage
père, frère, tante, terriblement absents car happés par le malheur. Pas de mains, de bras ni d'oreilles tendus vers elle, et au creux desquels déposer son chagrin et son désarroi. Pas de figure secourable à laquelle se raccrocher. Issue pourtant d'un groupe familial étoffé, Iris ne reçoit alors comme seul écho de sa présence que le silence du désespoir, les plaintes de l'affliction et le retrait de chacun de sa peine inconsolable. Dans la suite de ses premières expériences de nourrisson, périodiquement désertée par la présence maternelle, de sa jeune enfance vécue aux côtés de sa mère, jamais disponible, toujours occupée, souvent noyée dans un brouillard ou préoccupée par l'humeur de son conjoint, puis gravement malade et finalement disparue à tout jamais, Iris a ainsi toujours été ramenée à la constance de l'absence des siens en dépit de la matérialité de leur présence. C'est avec le manque que nous avons fait la connaissance d'Iris dans cet ouvrage. C'est de nouveau au manque que nous sommes ici renvoyés et plus particulièrement au manque d'une véritable présence psychique à sa réalité d'enfant en détresse. Cette carence a installé, puis pendant longtemps conforté Iris dans un profond sentiment d'insécurité et de dépendance à l'être aimé, invariablement absent à elle. La perte d'un être cher relève toujours d'une épreuve remplie de douleur, de détresse et de non-retour, impliquant un remaniement psychique et affectif en profondeur. La dimension du travail est incontournable pour effectuer le travail du deuil, qui passe par une succession d'étapes longues et âpres. Il s'agit ainsi, après le choc, de réaliser le caractère inacceptable et pourtant bien réel et définitif de la perte, de traverser les états de prostration, puis de chagrin, de révolte, de culpabilité, de désespoir et de désarroi qui nous submergent. Puis, il nous faut approprier le vide laissé par l'absent, renoncer à nos attentes les plus chères et devenues irréalisables, intérioriser la présence des bons et moins bons souvenirs rattachés aux disparus, pour enfin reprendre contact avec la vie et renouer avec elle, nous découvrir de nouveaux projets et nous réinvestir dans de nouvelles voies de vie. Quel parcours éprouvant, rude et de longue haleine. Pourtant, c'est lui qui, étape après étape, permet d'intégrer la perte et de réintégrer la vie. C'est en cela que l'on parle de processus du deuil. Cependant, il arrive que la perte reste insurmontable et le travail de deuil impossible ou inachevé. La personne demeure alors inconsolable, captive de l'être cher perdu et devenu omniprésent, à la périphérie de sa vie et des siens, sans véritable ancrage dans la réalité présente, et moins encore à venir. La personne endeuillée s'installe ainsi dans une forme d'absence psychique durable qui empiète sur son monde environnant et notamment dans le cas d'un parent, sur l'univers psychique, affectif et émotionnel de l'enfant. Un deuil indépassable, les fantômes du passé. Le roman Les âmes grises trace une illustration pénétrante du phénomène de captation et l'absence psychique de l'endeuillé en but à un deuil indépassable. Avec pour toile de fond la douloureuse période de 14-18, le narrateur s'adresse à sa défunte femme, dont il n'a jamais accepté la perte ni fait le deuil. Nous découvrons ainsi un homme dont la vie s'est arrêtée au jour de son drame et qui a traversé les événements de la petite et de la grande histoire tel un fantôme, hanté par son passé, revenant visiter les lieux et les faits des drames d'alors. L'auteur trace subtilement le portrait de cet homme, captif de sa douleur, déserteur de la vie, mu par l'unique dessein de rejoindre son aimé perdu,
mais est gardé envers et contre tout au centre de son existence. Âme grise et démantelée, ainsi évoque-t-il sa vie fantôme. Il est difficile de tuer les morts, de les faire disparaître. Quant à moi, je suis là. Je n'ai pas vécu, j'ai survécu seulement. C'est le vide dans lequel je suis resté, mais dans lequel je voulais rester seul. C'est la confession de sa douleur, maintenue tel un précieux lien raccordant le présent interdit de la vie au passé immortalisé. C'est aussi l'incarnation de l'absence de celui qui est là sans y être, qui est là en refusant d'y être. Nous découvrons ainsi, au fil de ses confidences, une puissance d'attraction de son absence psychique, telle qu'elle le conduira à étouffer inexorablement de son univers toute forme de vie, jusqu'à établir définitivement le vide. La perte des siens constitue un événement douloureux et dramatique. C'est incontestable. Cependant, lorsque la perte survient dans des circonstances tragiques, inconcevables et qui ne permettent pas aux proches d'être confrontés à la réalité de la mort, ce qui est le cas pour les disparus, le travail du deuil s'en trouve lourdement affecté et parfois même empêché. L'onde de choc se répercute alors bien souvent sur les générations suivantes. Parmi les descendants de survivants de la Shoah, quelques-uns témoignent de ce lourd héritage. Pour certains, l'inaccessibilité pour leurs parents du deuil des disparus a fait basculer la famille dans une sacralisation pétrifiante de leur mort, objet d'un culte inlassable et d'une culpabilité éternelle. Une terrible et insidieuse inversion s'est installée, où le spectre des morts a colonisé l'espace des vivants, et où les vivants ont vécu leur existence sur la pointe des pieds. En quelque sorte, les disparus sont devenus, malgré eux et à l'insu de tous, les morts vivants et leurs descendants, les vivants morts. Du point de vue des dépendances affectives, l'impact est considérable, car comment se séparer des siens, y compris psychiquement, sans transgresser le tabou familial, sans faillir au devoir d'allégeance et de sacrifice envers les morts? Pour d'autres, le deuil insurmontable et inaccompli des disparus a été recouvert par une chape d'ombre et de silence impénétrable. À la différence des familles ci-dessus, où le culte des morts a été érigé en règle, une contrainte opposée a ici lourdement pesé sur les familles réduites au silence, celle de se taire et d'oublier, taire les morts pour ceux qui les avaient connus et tragiquement perdus, puis pour les générations suivantes, oublier l'inexplicable, l'impénétrable et les questionnements. Enfants et petits-enfants ont alors grandi dans un impensé de l'histoire familiale et dans une irreprésentabilité de la lignée qui les précédait, à l'instar de Vincent, homme de la cinquantaine et d'origine juive. Alors, je vous remonte le livre. Donc, c'est les dépendances affectives. Et ça, donc, là, on parle de la Shoah, qui est du coup connue forcément dans la culture française et même mondialement. Mais on peut le voir dans plein de génocides, de guerres, etc. On peut le voir où en fait les familles portent l'héritage des absents parce que pendant les guerres, les génocides, etc., on peut le voir même en ce moment, il y a toujours une partie de disparus, il y a des enfants enlevés, enfin voilà, il y a des choses très difficiles et donc voilà. Donc là, on parle de la Shoah, mais évidemment, voilà, on peut le voir malheureusement dans beaucoup d'autres événements. Donc je continue. Vincent ou le vide du passé. Au fil de nos échanges, Vincent réalise à quel point il méconnaît son histoire familiale, et surtout
celle ayant préexisté à ses parents. De ses grands-parents paternels et maternels, il ne sait alors rien, en dehors de leurs origines juives et de leur déportation à Auschwitz, d'où ils ne sont jamais revenus. Il ne connaît ni leur prénom, ni leur vie, ni la famille dont ils étaient issus, ni même leur visage. Aucune photo, ni aucun récit des temps jadis n'a émaillé son enfance. Vincent réalise peu à peu combien jusqu'alors sa représentation du groupe familial se réduisait à ses proches. C'est comme si, dans mon esprit, ma famille avait démarré à la génération de mes parents. Je sais bien qu'ils ont eux-mêmes eu des parents, mais je n'arrive pas à me représenter ce pan qui les a précédés. Avant mes parents, c'est un trou noir, le néant. De même, Vincent repère la persistance en lui de confusion. Pour certains membres de la famille, il ne sait pas qui est qui. Pour d'autres, il intervertit famille et amis de la famille. Mais la confusion s'épaissit plus encore lorsqu'il est question d'identifier et de nommer les liens de parenté. Dans les premiers temps, les mots grands-parents paternels, maternels, grand-tante ou cousin germain, par exemple, ne coulent pas de source pour Vincent. Il lui faut alors décomposer leur signification. Parents de mon père, parents de ma mère, sœur du grand-père, fils de l'oncle, etc. Dans la suite de ces élaborations, une nouvelle prise de conscience émerge, celle de ses absences psychiques. Vincent réalise par exemple combien son esprit s'absentait à l'évocation de l'histoire familiale, notamment lors des questions posées par sa femme à la famille. Cette fois, ce n'était plus le non-dit parental qui évacuait le passé familial, mais Vincent, resté fixé à sa place d'enfant loyal, à la règle du silence et de l'oubli. Parallèlement, d'autres formes d'absence lui apparaissent plus clairement. Ces oublis répétés, surtout lorsqu'il s'agit de retransmettre des informations, son immersion dans un fonctionnement d'automate lors de corvées familiales, ses surdités et déconnexions variées envers son entourage. Vincent, désormais, mesure mieux le poids et la teneur de ces absences qui, à leur façon, parlent toutes d'un être qui disparaît et se soustrait au sien. Ainsi, lorsque le processus de deuil s'est trouvé court-circuité, l'impact sur la qualité de présence des vivants n'est pas des moindres. L'ombre des disparus capte les proches et leurs descendants dans la spirale de l'absence. En émane alors toute une gamme d'expressions telles que des variations d'une composition musicale dont l'absence constituerait le thème. Cela s'est par exemple traduit chez Vincent sous la forme d'absence de sa vie présente ou, comme nous allons le voir pour Antoine, par l'immixtion subreptice d'absent dans le présent de la personne. Antoine ou les étrangers dans la maison. Antoine, dont nous avons précédemment raconté l'histoire, est architecte. Enfant de parents divorcés, il a été renié par son père et symboliquement effacé de l'arbre généalogique. Depuis longtemps, Antoine ne se sent pas ancré dans sa vie. Il dit se sentir parasité, phagocyté et encombré, comme si, à l'intérieur de ma vie, je ne me sentais pas chez moi. Pour Antoine, ce malaise se relie d'évidence avec l'emprise maternelle dont il a longtemps souffert et qui a beaucoup empiété sur sa vie. Cependant, un rêve va l'introduire dans une autre voie restée jusque-là inexplorée. Je suis chez moi, dans la pièce où habituellement je travaille et qui me sert de bureau. Mais dans mon rêve, il s'y trouve un lit, et c'est comme si j'avais utilisé ce lieu comme chambre. Des gens pénètrent dans le hall d'entrée. C'est un petit groupe de personnes que je ne connais pas, mais qui me semblent vaguement familières. Ils viennent pour visiter mon appartement et semblent être à leur aise. Leur présence me dérange, mais je les laisse entrer chez moi. À ce moment du rêve, l'appartement n'est plus celui où je vis dans la réalité, mais un autre appartement dans lequel
Je ne sais comment ni pourquoi, Annabelle et moi venons d'aménager. Les visiteurs prennent leur temps et disposent des lieux comme s'ils étaient chez eux. Le temps passe sans que je m'en rende compte, puis, brusquement, je pense à regarder l'heure. Je réalise que je vais être en retard à mon travail, j'ai un rendez-vous important. Le directeur de l'agence doit passer pour que nous visitions ensemble un chantier. Je me penche par la fenêtre pour voir s'il arrive. Il devrait être là, mais il n'y a personne. La rue est vide et ne correspond pas à celle que je vois habituellement de chez moi. Je me dépêche de me préparer et je pense que je vais rater mon rendez-vous. Parmi les associations d'idées qui lui viennent spontanément à l'esprit, voici les principales qui guideront Antoine sur une piste fructueuse demeurée dans l'ombre. Son bureau, où se trouve un lit, lui rappelle l'appartement au temps des anciens propriétaires qui utilisaient ce lieu comme chambre. Les visiteurs lui sont inconnus et à la fois vaguement familiers, semblant à leur aise et disposant de lieux comme s'ils étaient chez eux. Ces éléments du rêve permettent à Antoine d'identifier la présence de personnes qui lui sont à la fois étrangères et familières. De plus, il ressent leur arrivée comme une intrusion. Elle pénètre et il les laisse entrer, comme si, ajoute-t-il, je n'avais plus vraiment mon libre arbitre. Il relie alors avec le sentiment prégnant dans le rêve d'être envahi et de ne pas se sentir chez lui. Perception confirmée dans le rêve par la transformation de son intérieur lorsque les visiteurs y entrent. Se dégage en effet l'idée, comme à la suite de tout emménagement récent, d'un lieu de vie qui est le sien, sans le ressentir réellement comme tel. Le sentiment d'envahissement se confirme également par le constat de son retard et les répercussions que cela risque d'engendrer sur son travail. Antoine ressent fortement dans son rêve que les incidences sur sa réalité du moment résultent directement de la présence importune et persistante de ses visiteurs. À partir de ces différentes indications, s'impose à Antoine l'évidence d'un lien avec son sentiment actuel et omniprésent de ne pas vivre réellement sa vie. Mais cette fois, à la faveur du rêve, un nouvel éclairage surgit. Le parasitage de sa vie se relierait à la présence de visiteurs étrangement familiers. Arrive alors la question, qui sont-ils ? Deux éléments du rêve permettent à Antoine de relier à la piste paternelle. Tout d'abord, son directeur d'agence, spontanément associé à une figure paternelle et qui, détail révélateur du rêve, devrait être là mais il n'y a personne. Comme mon père, s'exclame Antoine, ce père qui aurait dû être présent et qui fut le grand absent de sa vie de fils. Un second élément conforte Antoine dans cette voie. La voie donne sur une rue vide qui ne correspond pas à celle où il habite, où il vit actuellement. Il l'identifie alors en un lieu de son enfance, la rue du village où il vivait avec un grand-oncle paternel. Ce parent familier de son père a toujours été ressenti comme étranger à l'enfant qu'il était. Antoine note alors combien l'appartement familièrement étrange de son rêve rappelle la maison de ce grand-oncle, cossu, vaste et froid, aux formes de fenêtres semblables, à la vue comparable et surtout dégageant un sentiment de vide et de solitude. Ce même sentiment qu'il habitait enfant après la rupture de ses parents et entre ces deux familles et qui de toujours l'a imprégné lors des visites ponctuelles chez ce grand-oncle. Ce rêve et son interprétation s'avéreront très précieux pour Antoine, car il lui ouvre une voie nouvelle d'élaboration, celle des absences de sa branche paternelle. Grâce à son rêve, il va en effet prendre conscience de l'impensé dans lequel il restait capté et qui comprenait une double absence. Tout d'abord celle de sa famille paternelle dont il fut amputé et dont il n'avait jamais fait le deuil,
et d'autre part sa propre absence psychique à cette perte douloureuse laissée dans l'ignorance, afin, dans sa nécessité d'enfant, de s'en protéger. Mais au creux de cette impensée, l'ombre des absents était venue se nicher et à son insu hanter son monde intérieur. À défaut d'être psychiquement présent à sa réalité de fils renié et retranché dans sa branche paternelle, Antoine restait inconsciemment captif des êtres manquants et sous l'emprise de leur absence qui, comme dans le rêve, venait envahir subrepticement sa vie intérieure et se superposer à son présent. À partir de son rêve et des élaborations qui suivront, Antoine, cette fois, se confrontera à la perte et à la douleur du deuil, se réappropriera son histoire, renouera avec certains membres de sa famille paternelle et trouvera un ancrage bien plus ferme dans sa vie présente, au point de reconnaître en lui un désir de paternité et de fonder sa famille. Alors, je fais une petite pause, on va terminer la page ici. Et voilà, on va finir, comme je vous avais dit, 22h. On va terminer la page et on aura fini la lecture pour ce soir. Les développements ci-dessus illustrent combien la perte d'être cher peut constituer un événement traumatique, inassimilé, produisant alors chez les personnes affectées une absence psychique, captatrice. Toutefois, ce phénomène d'absorption ne se réduit pas au traumatisme de la perte, mais peut se rapporter à une diversité d'événements douloureux ou anxiogènes. Faillite, chômage, emprisonnement, exil, etc., qui ont tous pour effet de placer les protagonistes dans une indisponibilité psychique, notamment envers leur entourage. Lorsque le parent absorbé s'absente ainsi, une angoisse blanche se propage chez l'enfant, en manque de représentation, de pensée, de mots, de sens, quant à ce qu'il advient à son parent. Bien souvent, il recourt à son insu à des stratagèmes très divers. Hyperdocilité, dévouement excessif, comportement agité ou provoquant, échec scolaire, etc. Destinés à leur manière à soigner, soutenir ou réveiller son parent indisponible. Quoi qu'il en soit, l'enfant cherche à extraire son parent de l'absence et à le ramener à lui. Lorsque ses efforts restent lettre morte, pointent immanquablement les sentiments de désamour, d'insignifiance et de culpabilité. En outre, il n'est pas rare de constater l'installation de l'enfant à son tour dans une absence à lui-même. Préoccupé, capté par l'indisponibilité psychique de son parent, il se déserte. Les absences de Vincent en donnent un exemple. Iris, elle aussi, fut longtemps victime d'absences psychiques et déconnectée de ses parts vivantes. Je pense également à Anaïs qui, au cours de son analyse, donnait à ressentir et à vivre toute la profondeur de son absence à elle-même. Voilà, donc on a fini la lecture pour ce soir. Donc le livre, c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc je vais regarder vos commentaires. Donc là, on en est au chapitre 5. Chapitre 5, voilà, sur le désamour. Donc c'est un, voilà, comme je le dis souvent sur toute la lecture, c'est un livre qui n'est pas évident à écouter, qui ramène à beaucoup de choses, qui est parfois même pas évident à lire. Je vous avoue qu'à un moment, j'étais un peu émue quand on a parlé de la Shoah et tout ça, parce que bon, avec toute la situation actuelle, c'est quand même bien triste. Mais voilà, mais en tout cas, ça peut résonner, ça peut vous donner des pistes sur ce qui se passe en vous, sur vos ressentis, sur voilà, pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel comportement, pourquoi est-ce que vous déclenchez tel masque ou que vous entretenez telle relation avec vos parents. Il peut y avoir en tout cas des pistes là-dedans.
Je trouve que c'est un livre qui est hyper intéressant. Et je vais vous remontrer hop, la première partie qu'on a lue. Vous avez tous les replays sur ma chaîne YouTube, donc tous ceux qui sont intéressés pour écouter les lectures d'avant, n'hésitez pas. Alors, je vais regarder vos commentaires avant de vous remontrer le sommaire. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Hop. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. De rien pour la lecture. Avec grand plaisir. Donc, vous voyez, on lit beaucoup de livres. Donc, on lit que des livres de développement personnel. On lit plein de choses différentes. On lit pas que des livres de l'ordre des livres de psychologie. On lit pas que ça. On lit des livres sur les objectifs, les habitudes. On a lu aussi du Joe Dispenza, Eckhart Tolle. Voilà, on lit un peu de tout. Mais en ce moment, c'est la thématique. Voilà. Et tous les replays sont sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vous montre de rien, avec grand plaisir. Donc je vous remontre le sommaire. Donc la première partie, donc ce qu'on a déjà lu. Donc là, c'est les visages des dépendances affectives. Donc je représente pour tous ceux qui découvrent le livre. Donc il y a 3 parties dans le livre. La première, c'est sur les visages des dépendances affectives. Donc en gros, tous les comportements qu'on peut avoir qui sont liés à ces dépendances affectives, donc quelque part à ces carences en fait affectives qu'on a eues dans notre enfance. Dans ce livre, c'est vraiment, elle explique que c'est vraiment lié aux relations parentales, voilà, ou en tout cas à la figure parentale qui vous a élevé. Donc voilà, donc elle explique les comportements qu'on peut avoir et qui sont synonymes de dépendance affective. Et dans la deuxième partie qu'on est en train de lire, donc on a fini hier l'accaparement et là on a démarré le désamour. Donc on en est à la page 237. Voilà, donc il nous reste quelques pages et on les terminera, alors pas demain, peut-être vendredi. Donc il restera, voilà, vous voyez, il reste quelques pages sur le chapitre 5, donc je pense qu'on les lira vendredi. Voilà, là on est mercredi, donc voilà. Hop, je regarde vos commentaires. Oui, alors moi je fais que de la lecture de développement personnel. Ouais, c'est le thème du live. On parle ici de alors développement personnel. Je sais que c'est un mot voilà qui est assez critiqué, mais en tout cas l'idée c'est de lire des livres qui vous permettent de faire des introspections, d'apprendre à mieux vous connaître, d'avoir des outils du quotidien pour justement vous éveiller, pour améliorer vos routines, pour voilà trouver des outils d'apaisement, de reconnexion à soi, pour atteindre vos objectifs aussi. Donc il y a de tout. Et voilà. Après, je voulais pas m'enfermer dans une thématique. Donc c'est pour ça que vraiment on a lu quoi? On a lu Lise Bourbeau, on a lu Imparfait, libre et heureux de Christophe André, Le pouvoir du moment présent. Donc vous les avez là. Hop. On a lu Dale Carnegie, Les 4 accords Toltec. Voilà, on en a lu plusieurs. Ça fait déjà quelques temps qu'on est en live, qu'on fait des lives. Enfin, que je fais des lives du coup de lecture. Et voilà. Et donc depuis l'avant-dernier livre, je les mets sur YouTube. Donc si vous voulez, vous pouvez vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas, ça, comme je dis à chaque fois, ça permet de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais en tout cas, surtout, vous avez les replays, quoi. Voilà. De rien, Queen Célie.
Les jours et les heures, machallah, alors du coup, alors les heures, c'est toujours le soir. Je live entre 20h et 21h30, donc ça dépend de mes disponibilités. Et les jours, ça dépend aussi. Donc c'est quand même toujours que le soir. J'essaye de faire au moins 2 ou 3 lives par semaine. Voilà, là on a fait donc lundi, mardi, mercredi. Je pense que normalement je devrais faire un live aussi, peut-être un peu tard, mais vendredi. Et voilà, je pense que ce sera ça pour cette semaine. En tout cas, quand vous vous abonnez, n'hésitez pas à aller activer la cloche sur mon profil. Comme ça, vous recevez les notifs lorsque je passe en live. Et comme je vous dis, hein, si jamais vous loupez une lecture, que vous voulez vraiment suivre un livre du début à la fin, vous pouvez toujours écouter le replay qui est remis, qui est mis sur ma chaîne YouTube, quoi. Voilà. Et donc le livre, vous l'avez sur mon lien Linktree dans ma bio. Vous pouvez aller voir, vous pouvez le commander, vous pouvez regarder les avis, etc. Et vous avez aussi toutes mes recommandations de livres de développement personnel si vous voulez commencer à lire, s'il y a des livres qui vous parlent, qui vous intéressent en tout cas, si vous voulez démarrer ou continuer des lectures si vous en faites déjà, vous pouvez aller voir, j'ai une petite liste. Après, c'est des livres qui sont assez connus en général, mais qui vraiment sont bien, quoi. Globalement, enfin, les avis sont bons. Donc, je me dis que ça touche beaucoup de personnes différentes, donc que ça pourrait intéresser beaucoup de monde sur le live. Voilà. Hop. Donc, voilà, s'il y a plus de questions ou de commentaires, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais attendre peut-être un petit peu, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez, voilà, hein, dire des choses sur le livre. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui s'abonnent sur YouTube, c'est super, merci beaucoup. Et je fais aussi des vidéos de méditation guidée sur YouTube, donc là j'en ai enregistré 2 pour l'instant, je vais vous en sortir une encore cette semaine. Voilà, donc je vais vous proposer plusieurs choses hein, sur YouTube. Donc super Florent. Et bien, bienvenue à toi sur YouTube. Merci Aura Farah. Ouais, alors le livre, je ne l'ai pas encore lu en entier. Là, on en est au chapitre 5. Mais oui, je les lis en entier en fait. Petit à petit, au fur et à mesure des lives, on les lit en entier. À chaque fois. Et la lecture, c'est les dépendances affectives. C'est ça. Le nom de ma chaîne sur YouTube, c'est Madame-du-bas succès. Hop. Voilà. Donc je peux vous montrer rapidement, c'est ça. Voilà. Hop. Yes. Yes, yes. Ouais, voilà, ça permet de partager des livres, de faire connaître des lectures et tout ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc, voilà. Donc, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis à vendredi. Je vais mettre la lecture d'hier, je vais la mettre là. Je pense que... Enfin, je vais voir pour la mettre là ce soir. Donc celle d'hier. Et demain, je mettrai celle de ce soir. Comme ça, vous aurez tous les derniers lives. Et voilà, et donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de la lecture. Et surtout à activer la cloche. Voilà, si vous voulez être informé, comme je fais pas des heures fixes ni des jours fixes, mais c'est toujours le soir, en tout cas. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à vendredi. Voilà, une bonne soirée, une bonne nuit. Reposez-vous bien. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon lien le livre pour tous ceux qui ont des questions, qui veulent
hop, voilà, qui veulent voir le derrière de couverture, les avis, vous renseigner sur l'auteur, vous avez tout dessus, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Très bonne soirée, j'éteins le live. Bonne soirée et à vendredi.